faut faire un truc ludique. Quand elle ne veut pas manger, moi je commence par les desserts, après les légumes, ça va très bien. Hein. Non, non. Pour les fruits, on fait des compotes de fruits. Ça, c'est une bonne façon de tout liquider. Pendant toute leur enfance, j'étais en Provence et je leur ai habitué à aller chercher les pêches quand c'était l'époque. Et je leur ai appris à cuisiner, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Le légume qui va pas forcément passer, on va le gratiner avec un petit peu de fromage, une béchamel maison, et ça passera beaucoup mieux, surtout pour le chou-fleur notamment. C'est jouer sur les couleurs, jouer avec des saveurs en y amenant un certain nombre d'épices ou un certain nombre de choses que l'on sait que les enfants aiment. Je sais qu'en passant par exemple par les quiches ou les tartes salées, ça marche plutôt bien parce que c'est peut-être plus agréable à manger. Ou alors la forme, je les fais al dente, je les coupe en forme de frites et généralement ça passe bien. Bonjour, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais dans le studio de RTL. Comme nous venons de le voir dans ce court reportage, les Français, en tout cas ce que nous avons interrogé, sont soucieux de donner des fruits et légumes frais à leurs enfants et de les faire aimer. C'est le thème de notre sujet aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Véronique Abadi. Véronique, vous êtes chef de service pédiatrie générale à l'hôpital Necker et coordinatrice d'un centre de référence sur les troubles alimentaires précoces. Et Stéphane Renoux, vous êtes diététicien pour Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Docteur, dans un premier temps, en quelques mots, pouvez-vous nous dire ce que c'est que les troubles alimentaires précoces ? Les troubles du comportement alimentaire précoce, c'est une pathologie assez fréquente chez l'enfant, qui peut être soit une pathologie chez ceux qui ont vraiment des difficultés à s'alimenter pour des raisons réelles, allergies, troubles neurologiques, etc. Et puis chez l'enfant tout venant, on va dire, c'est plus de l'ordre de la sélectivité, de la phobie, des goûts qui ne sont pas forcément ce que les parents souhaiteraient, en fait. Donc c'est plus une inadéquation, en fait, entre la façon dont les enfants s'alimentent et ce que les parents souhaiteraient qu'ils fassent. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans la population générale non malade. Votre mission, c'est d'essayer de corriger tout cela ? Corriger, c'est d'abord comprendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit un petit peu, d'abord, si l'enfant a une pathologie réelle ou pas, ça on l'élimine pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et puis ensuite de voir comment la situation de blocage s'est mise en place en fait. Et on essaie de tirer les fils pour essayer d'éclairer les choses sur est-ce qu'il y a eu des peurs, est-ce qu'il y a eu des petites fausses routes, qui a eu peur en fait. C'est souvent les parents qui ont peur à une phase du développement où il faut laisser l'enfant aller vers l'aliment. Et il y a eu des entraves. Et quand on dépasse ce stade, c'est plus difficile quand ils ont 4-5 ans. Il faut profiter de l'âge du très jeune enfant pour l'initier tout naturellement aux divers goûts et couleurs qui sont la base sensorielle des fruits et légumes. Donc il faut commencer très tôt. Ah oui. Même avant la naissance. La néophobie, oui. Comme on dit, la peur du nouveau, en fait, elle se prévient. Et elle se prévient par une éducation, j'aime pas le terme parce que ça a un côté un petit peu contraint, mais par une habituation, un vivre avec, un panel de goûts variés dès la plus tendre enfance qui commence en prénatal. Plus une femme enceinte aura un régime varié, plus le goût de son liquide amniotique va transmettre. Et le fœtus a des capacités fantastiques de discrimination gustative et olfactive intra-utérin. Et pareil pour l'allaitement maternel. Outre toutes les bonnes raisons que je pourrais développer dans un autre cadre sur les bienfaits de l'allaitement maternel, le goût des aliments consommés par la mère se transmettent. Et ce sont des enfants qui, très tôt, pendant les 6 premiers mois de la vie, ont dans leur bouche, donc dans leur système limbique, dans leur mémoire affective, des goûts variés. Et ensuite, chez l'enfant, à l'âge où ils n'ont peur de rien, à l'âge où ils se mettent à marcher à 4 pattes, aller sur la table basse, se piquer des trucs et mettre en bouche des goûts un peu différents, salés, d'abord sucré d'abord, naturel, salé ensuite, amer et acide un peu plus tard. Mais cette phase de découverte, il faut laisser l'enfant faire. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se mettre en place. Alors, les parents ou les grands-parents que l'on a vus dans le reportage, c'est intéressant ce qu'ils font. Vous pouvez réagir sur ce qu'ils ont dit.
Mais on peut considérer aussi que ce n'est pas toute la population qui agit comme cela. Oui, mais les messages sont très bons parce qu'il y a des mots de ludique, il y a des mots de plaisir, il y a des mots d'aller chercher le fruit sur l'arbre, faire la cuisine avec les grands-parents. Il y a quelque chose qui est léger, qui est naturel. Et puis tous disent, c'est facile finalement dans les gens interrogés. Donc on voit que c'est des gens qui ne sont pas coincés avec ce problème ou dont l'enfant ne les a pas mis en échec. Parce que les enfants que je vois, moi, c'est parce que l'enfant s'est mis à manger un jour pour une raison X et Y que des pâtes et des yaourts qui fait que ça a coincé. Les parents se crispent, ils se mettent à forcer. Plus les parents forcent, plus les enfants résistent dans un domaine où les parents sont perdants. Parce que pour eux, ça a une importance affective et sanitaire, alors que l'enfant, il s'en fiche complètement de manger des yaourts et des pâtes. Stéphane Renaud, je rappelle que vous êtes diététicien pour l'interprofession des fruits et légumes frais. Déjà, quelle est votre mission ? Pourquoi une interprofession a besoin de diététiciens ? Alors nous, notre mission, c'est justement de rebondir et d'expliquer aux enfants ce qu'il faut faire pour bien manger le plus tôt possible. Je reprends ce qui a été dit, c'est important de commencer le plus tôt possible parce que les habitudes se prennent quand on est tout petit, même dans la vie intra-utérine, on peut même aller encore beaucoup plus loin. Et surtout, c'est aux parents de montrer l'exemple. Si les parents savent montrer l'exemple, qui est par exemple des produits à la maison, s'il y a des fruits et légumes frais à la maison, l'enfant va être beaucoup plus facilement tenté. Si on va faire le marché avec l'enfant, il va pouvoir aussi choisir les produits et il va avoir plus envie de les manger. Si on cuisine avec lui, il va avoir envie de les préparer et de les goûter plus facilement. Si on lui explique les saisons dans un jardin, si on cueille avec lui chez les grands-parents ou même dans des visites de jardin comme il en existe de plus en plus, enfin, donner des bonnes habitudes comme ça dès le plus jeune âge, on sait que ça paye. Moi, au jour le jour, je donne aussi des cours de cuisine auprès des enfants. Donc dans les écoles ? Dans les écoles, les centres de loisirs, et les enfants sont friands de cuisine. Je trouve même dommage que les parents ne cuisinent pas davantage avec les enfants. Alors je ne dis pas qu'il faut que ce soit quotidien, parce que c'est une contrainte quand même à certains niveaux, mais de temps en temps, d'une manière assez ludique, et surtout pas forcer l'enfant, parce que c'est un frein, on est d'accord, au niveau de la consommation. Jamais ça fait l'effet inverse, c'est complètement l'effet inverse. Pareil, le système de récompense n'est pas forcément mieux. Dire si tu manges ça, tu auras le droit à ça, c'est pas mieux non plus. Si tu manges de la purée de carotte, tu auras ta barre de chocolat. Tu auras le droit à ta barre, pour prendre un exemple. Dramatique, ça. C'est pas ce qu'il y a, au contraire, l'enfant il va faire une mauvaise association et c'est pas mieux non plus. Le but c'est ça, c'est d'expliquer les choses. Il faut encore une fois que ce soit de la discussion. Pareil, donner un cadre au niveau de l'alimentation. Si on se pose à table et qu'on mange tous ensemble, qu'on regarde pas la télé. La télé à table, c'est dramatique. Si tout le monde est sur son smartphone à table, c'est dramatique. Si on est concentré, qu'on mange tous ensemble, qu'on discute, qu'on a ce moment d'échange et qu'on prend le moment d'apprendre à connaître ce qu'on mange. Et puis déjà peut-être manger à table et non pas manger sur un coin de cuisine. Voilà, tous ensemble déjà, prendre le temps. Pareil, la notion de temps aussi, prendre du temps pour manger. Il ne faut pas que ce soit fait à la va-vite, il faut que tout le monde puisse se poser à un moment, qu'on ait vraiment un moment pour manger. Et puis, si on fait déjà toutes ces choses-là, c'est déjà superbe, quoi. Mais docteur, ça c'est le monde idéal, mais on sait bien que la vraie vie des ménages aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus rapide, et on ne peut pas faire ça tous les jours. Ou il n'y arrive pas. Peut-être qu'il pourrait, mais il n'y arrive pas en tout cas. C'est vrai, et c'est pour ça que ces troubles sont de plus en plus fréquents dans la population normale. Probablement induit un peu par le côté homogène des aliments industriels, des petits pots, c'est lisse, ils ont tous le même goût. Puis en plus, la prévention de l'obésité fait qu'ils sont ni sucrés ni salés, donc c'est fade. Alors que le fruit et le légume frais, il a du goût, c'est un vrai goût. Et la crainte aussi que l'enfant fasse des fausses routes. Dès l'âge de 10-11 mois, il faut laisser manger l'enfant avec ses doigts, prendre. Déglutir, c'est mastiquer, c'est prendre, c'est regarder, c'est sentir, c'est bidouiller, mâchouiller. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas très propre, entre guillemets. Oui, dans l'hygiénisme général, si un bout de carotte tombe par terre, on ne peut pas la ramasser, c'est ça ? Oui, il faut les laisser manger des choses pas dangereuses, des choses molles, mais un carré de melon, un légume bien cuit, et il faut les laisser toucher. Et s'en mettre partout et que ça dégouline de partout. Le légume et le fruit, c'est sur le plan sensoriel ce qu'il y a de plus riche dans l'alimentation. C'est des couleurs très vives, c'est des textures multiples. Quand vous imaginez une mandarine, c'est à la fois du liquide, du solide, des trucs qu'il va falloir déglutir, avaler sans les avoir vraiment complètement réduits en bouillie. Donc c'est très compliqué. On croit que le développement de l'alimentation de l'enfant, ça se fait comme ça tout seul. C'est vrai que ça se fait tout seul. Mais c'est quand même des étapes praxiques, motrices, qui sont pas si simples pour tous les enfants. Et déglutir sans mastiquer des trucs mous et lisses, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on appelle la déglutition primaire.
L'alimentation secondaire, ça veut dire je veux, je prends, j'analyse, je touche, je sens, je respire et je malaxe. C'est quelque chose qui s'acquiert en le faisant. C'est important parce qu'on peut expliquer ce qu'on veut aux enfants. Ce qu'il faut, c'est les laisser faire et faire avec eux. Il n'y a pas de discours qui soit utile. C'est des âges où il faut faire avec eux et les laisser faire. Leur faire confiance, se faire confiance, et puis le vivre ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas expliquer aux enfants qu'il faut manger des légumes verts si le père mange une pizza surgelée. Stéphane Renou, vous intervenez comment? Vous faites du porte-à-porte dans les écoles et en disant laissez-moi rentrer, j'ai quelque chose à vous dire, ou on vient vous chercher quand même, et vous intervenez devant quel âge, quel public, quel âge? Alors j'interviens souvent sur les écoles quand elles sont demandeuses en fait, Ouais. et de l'âge de la maternelle, petite enfance, même tout petit, toute petite section, jusqu'au CM2. Et j'en profite Primaire, pour quoi. Maternelle, maternelle, primaire, mais pas qu'essentiellement. Je fais aussi du collège, Ouais. lycée, mais c'est différent après. C'est plus du tout le même rapport au niveau de l'alimentation, mais c'est important aussi. Bien sûr. Et je rebondis sur l'aspect des 5 sens, qui est très important. Les 5 sens, c'est vraiment efficace. Et c'est ce qu'on utilise d'un point de vue pédagogique, c'est ce qui marche le mieux. C'est d'apprendre à sentir, d'apprendre à regarder, d'apprendre à connaître ce qu'on mange, encore une fois. Quand on connaît un aliment, on va beaucoup plus facilement l'appréhender, on aura moins de peur et on va plus facilement le goûter. Et puis si on est devant une situation d'échec, il ne faut pas avoir peur non plus. C'est pas parce qu'on a un échec, 2 échecs, 3 échecs qu'il faut abandonner. Il faut continuer à représenter l'aliment d'une autre manière ou le représenter au moins 8 fois, on dit 8 à 10 fois pour que l'aliment puisse être accepté. Et puis le cuisiner de manière différente. C'est peut-être juste la manière dont on l'a présenté. On peut même demander à un enfant de chercher une recette en commun. Lui dire si tu n'as pas aimé cette manière-là, est-ce que on pourrait trouver une recette qui te plaise davantage? On cherche la recette avec lui, il rentre dans le processus, il s'approprie le fruit ou le légume et ce sera d'autant plus facile qu'il le goûte. Mais quand vous intervenez dans une école, il y a une cantine souvent. On ne se retrouve pas avec un décalage entre ce que vous dites et vous proposez et faites avec les enfants et ce qui est parfois fait à la cantine le midi. Mais les cantines réfléchissent beaucoup là-dessus à l'heure actuelle. Il y a un gros niveau de réflexion à ce niveau-là et c'est efficace. On se rend compte, notamment pour ne pas avoir de pertes aussi, parce qu'il y a un côté économique pour eux, mais aussi d'un point de vue gustatif. Ils réfléchissent même sur les quantités, de ne pas proposer à un enfant une quantité lambda, d'avoir une assiette pleine pour tout le monde. On peut faire aussi en fonction de l'appétit de l'enfant. Si l'enfant n'a pas faim, on lui demande s'il a faim ou pas trop faim ce jour-là. On va lui servir une assiette qui corresponde à son appétit. Mais il y a des réflexions de mener de plus en plus qui vont dans le bon sens aussi au niveau des restaurations scolaires. Allez-y. Je peux me permettre de bien sûr, rebondir je sur vous en un prie. truc très important qu'il vient de dire, c'est qu'il faut proposer. Les enfants aiment ce qu'ils connaissent. Néophobie, peur du nouveau. Il suffit que ce soit pas nouveau. Et vous proposez, et vous proposez, et vous proposez. Ils veulent pas, c'est pas grave. On n'est pas forcé d'aimer. On est forcé de regarder, éventuellement de goûter. Ça, c'est une question d'éducation, mais c'est bien. Si on peut, les enfants un petit peu plus grands, tu goûtes. T'aimes ou t'aimes pas? Si t'aimes pas, tant pis. Et puis, à force, il y a des études scientifiques très, très sérieuses qui ont montré ça. Vous proposez des brocolis à des enfants dans une école primaire. Au début, personne n'en prend. Puis le lendemain, on leur propose. Et le lendemain, on leur propose. Et vous voyez la courbe comme ça de consommation des enfants qui augmente de façon parfaitement proportionnelle au nombre de jours qui passent, parce que les enfants aiment ce qu'ils connaissent. Donc, il faut gentiment solliciter régulièrement, sans s'énerver et sans forcer. Donc tous les deux, vous intervenez auprès des enfants, mais finalement, c'est d'abord auprès des parents et peut-être des grands-parents qu'il faut aussi intervenir, parce qu'une fois que les enfants ils sont plus avec vous, ils se retrouvent en famille et là, on ne sait plus ce qui se passe. Vous avez des contacts, vous, Stéphane? Moi, j'ai avec des les retours parents Des par retours. rapport à des actions que j'ai pu mener dans des écoles ou même dans d'autres contextes avec des enfants, de côtoyer des parents après qui m'ont dit c'est vous le diététicien qui a vu mon fils ou ma fille à l'école dernièrement. Et il m'explique le changement qui a été, ou même je revois des enfants aussi qui m'expliquent que depuis qu'ils m'ont vu, ils font des efforts à la maison. L'enfant est aussi un bon moyen de faire passer le message vers les parents. C'est pas toujours mieux dans l'autre sens. Des fois, je préfère que ce soit même l'enfant qui a expliqué aux parents, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, ou alors qu'il explique ce qu'il a découvert, ce qu'il faut faire. Moi, j'ai appris qu'il fallait goûter de telle manière et tout. Et là, les parents, ils vont se dire, d'accord, on va essayer ça, ça a l'air de marcher. Et Maman, à l'école, on m'a dit qu'il fallait pas faire comme ça. le but, c'est pas de mettre les parents en porte-à-faux non plus, c'est pas ça, mais c'est de leur donner surtout des outils pour qu'ils y arrivent plus facilement tous les jours. Donc on peut positiver une bonne consommation de produits frais d'ailleurs et de qualité, fruits et légumes et autres. Et l'essentiel, c'est que ce soit équilibré. Il faut positiver et les parents, ils sont dans deux situations quand ça se passe mal. Soit dans le forcing, et là, ça devient l'horreur, soit dans l'abandon. C'est-à-dire qu'ils ne proposent plus, ils lâchent. En fait, il faut qu'ils soient dans cette position intermédiaire. Pas forcer, proposer. En confiance, tranquille, et dans le ludique toujours. Et c'est important pour la suite, parce que c'est vrai que c'est quand même des habitudes à prendre pour toute la vie. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Véronique Abadi, merci Stéphane Renou. Et mangez des fruits et légumes. Merci.